Quand les premiers conquistadors forcent les portes de l'Opireka, ils ont un instant l'illusion que les terres plates qui s'ouvrent devant eux seront faciles à conquérir. Ils déchantent vite. Sous leurs yeux se dresse bientôt la formidable masse de la cordillère des Andes. Sur notre planète, cette chaîne n'est surpassée que par celle de l'Himalaya. Et tout l'Opireka est dans ce contraste entre une plaine côtière et semi-désertique et des sommets qui défient l'entendement humain. Là est bien le royaume de la démesure, et l'homme a dû lutter pendant des millénaires avant d'apprivoiser un tel paysage. Les Incas ne sont que les derniers maillons d'un immense effort humain pour survivre dans cette contrée. Le souvenir des premiers habitants s'est perdu dans la nuit des temps. On a seulement retrouvé les signes que les ancêtres des Incas gravaient dans la pierre, leur poterie et parfois des traces de leur architecture. Ces marques se nomment Chimu ou Chanchan au nord du Pérou, Pachacamac près de Lima, Ica et Nazca au sud du pays. C'est dans la région de Nazca, bien connue des archéologues, qu'ont été découvertes les plus belles poteries polychromes des cultures pré-achaïques, ainsi que des tissus et des motifs de broderie qui forcent encore notre admiration, tant leur technique est élaborée et tant les dessins sont originaux. Aujourd'hui, les historiens se penchent avec passion sur la culture Nazca et cherchent à la reconstituer tout en lui reconnaissant d'étranges parentés avec celle de Tiwanaku sur l'altiplano bolivien, non loin de La Paz. Faire ressurgir ici une histoire oubliée n'est pas facile. Les Pampas sont d'immenses étendues désertiques de sable et de cailloux battus toute l'année par des vents qui empêchent la faune et la flore de prospérer. Il est également difficile d'imaginer que des hommes aient pu vivre sur cette terre désolée, y croître et se multiplier. Résumé à quelques éléments, la culture Nazca ne passait jusqu'à récemment que pour une culture comme les autres, très semblable aux cultures de la bande côtière. Pourtant, les certitudes à ce sujet ont fait place aux doutes. En 1927, Toribio Mexta Xepe, un pilote de l'armée de l'air péruvien, survole la région de Nazca et aperçoit sur le sol d'incroyables lignes droites et courbes qui s'enchevêtrent sur des kilomètres. Encore plus incroyable, parmi ces lignes, il distingue nettement des figures qui représentent des oiseaux, des animaux, voire des hommes en plein désert. L'aventure mystérieuse de Nazca ne fait que commencer. En 1929, Dico Mason, un ingénieur écossais qui travaille dans la région, remarque d'étranges sillons sur le sol. Intrigué, il loue un avion et effectue une nouvelle reconnaissance aérienne du site. À son tour, il est stupéfait par le complexe réseau de lignes et de figures courant sur le sol. Voilà une remarquable énigme. Scientifiques et historiens se disputent le droit de la résoudre. En 1939, le professeur américain Paul Kosok, venu sur place avec John Kosok, son assistant et une équipe de chercheurs, relève toutes les figures géométriques de Nazca, non sans difficulté, tant elles sont nombreuses et mêlées. Les dessins apparaissent disséminés principalement entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, sur une surface d'environ 500 km², dans la Pampa de Valacuri, au sud des villes de Pisco, de Los Castillos, de Huauri, de Colorada et de Los Corrados. La plus forte concentration se trouve entre la Palpa et Nazca, à proximité du rio Ingenio.
Répertorier ces lignes n'est guère aisé, même d'un avion volant à 2000 mètres, on n'en distingue pas la fait. Cette multitude, cet enchevêtrement et cette apparente confusion peuvent laisser les observateurs pantois. Mais avec un peu d'attention, on voit soudain ce réseau grouillant s'organiser autour de quelques lignes dominantes, de sorte que l'on a l'impression de survoler des pistes d'atterrissage, une sorte d'Orly revue et corrigée par les surréalistes. Le tout garde un grand aspect de rigueur géométrique. Les figures ne sont pas moins surprenantes. La plus connue et celle qu'on distingue d'emblée est une sorte d'araignée géante, longue d'environ 46 mètres et remarquablement stylisée. Les pattes se rattachent à une espèce d'abdomen, paraissant dessiné d'un seul trait. On en compte 8. Plus loin, on distingue un singe d'une centaine de mètres de longueur, dessiné en pleine action, sa longue queue se repliant en spirale. Plus loin encore, on peut voir ce qui pourrait passer pour un condor long de 180 mètres dont les lignes parfaites se détachent sur un fond sombre et uni. Vient ensuite toute une succession de figures plus ou moins énigmatiques. Perroquets, chats, oiseaux à 4 pattes, souriets, poissons, fleurs, serpents à plusieurs têtes ou objets sans forme connue. À 6 km au sud de Palpa, sur la pente d'une colline, on peut distinguer 2 personnages à demi effacés, coiffés d'une sorte d'auréole, d'où partent des rayons. Quel est donc le message de toutes ces figures? Que faut-il privilégier, des dessins ou des lignes? La première évidence, qui est aussi une des plus troublantes, c'est que ces figures ne sont pour la plupart visibles que du ciel. Un soir de 1940, Paul Kosok a vu les derniers rayons du soleil s'effacer dans le prolongement d'une de ces lignes. C'était le 22 juin, jour du solstice d'été. Peut-on parler de coïncidence? C'est à Maria Reisch, une astronome allemande, que nous devons l'étude la plus poussée et la plus minutieuse sur Nazca. Elle prend, en 1948, la relève du professeur Kosok et répertorie à son tour toutes les figures, en prenant soin d'en noter tous les détails. Elle découvre ainsi des spirales en forme de bouquets d'étoiles, de nouveaux dessins d'animaux, dont une baleine longue de 27 mètres. La pureté du trait des figures et leur précision forcent son admiration. Maria Reisch est vivement intriguée par la figure du chandelier qui s'étale sur 183 mètres de long sur le flanc d'une colline et dont les 2 branches verticales passent très exactement à 100 mètres du sommet de la colline. Un autre fait la trouble. Dans leur grande majorité, les figures à flanc de colline représentent des hommes. Elle se demande si tous ces dessins ne symbolisent pas les constellations visibles dans le ciel, celle de la Grande Ourse en particulier. Les photos aériennes lui livrent une vue d'ensemble plus large. En bonne mathématicienne, elle a conclu qu'au nombre de ces lignes droites sont des arcs de cercle. De plus, l'absence de cassure dans les courbes lui suggère des connaissances géométriques poussées. Une telle rigueur dans les formes n'indique-t-elle pas que les Nazca étaient aptes à une pensée conceptuelle et abstraite? Ce serait un cas isolé parmi toutes les cultures précolombiennes. Bref, plus l'astronome allemande avance dans ses recherches, plus le mystère de Nazca s'épaissit. Maria Reisch dirige alors ses pensées vers l'analyse géométrique des différentes lignes, et notamment vers la recherche de leur unité de mesure. La plus évidente à ses yeux est l'utilisation de cordes nouées à intervalles réguliers qui correspondent aux mesures du corps humain, les 2 bras tendus et le tour de torse.
Autre point important, la présence de cercles. Comment les Nazca n'auraient-ils établi aucun lien entre cette figure et la roue? D'hypothèse en hypothèse, Maria Reich a fini par conclure que l'unité de mesure du site de Nazca était bien inscrite à l'intérieur des figures et des lignes, mais qu'elle était codée et par conséquent indéchiffrable pour nous. Parallèlement à ces travaux, de nombreux sceptiques viennent se pencher sur Nazca et émettent à leur tour leur hypothèse. Le professeur américain Arthur C. Clarke ne voit dans le site aucun mystère, mais le simple désir des hommes d'inscrire sur le sol des signes qui leur assureront une sorte d'immortalité. Contre cet argument, les objections du plus élémentaire bon sens pleuvent. Il y a bien autre chose derrière l'énigme de Nazca. Mais quoi ?